أسعد الله مساكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج تساؤلات، والذي سيكون لنا إذن في حديث عن الجزائر التي تحمل اليوم باريس مسؤولية التصعيد بيان، وسنتحدث عن بيان الخارجية بيان شديد اللهجة. سيكون أيضا لنا حديث عن الجزائر التي ترفض الإملاءات الفرنسية وتتماسك بمبدأ المعاملة بالمثل، كما سنتحدث أيضا من التصعيد إلى القطيع العلاقات الجزائرية الفرنسية على المحك. إذن كل هذه هي نقاط أخرى نسعد بمناقشتها مع السيدة كريمة خطيم رئيسة جمعية الصداقة الجزائر فرنسا ومنتخب محلزة بفرنسا. كريمة بونسوار وميرسي d'être avec nous ce soir. Bonsoir. ومشاهدينا نسعد أيضا باستضافة السيد نصر الدين قيادي في حزب حركة البناء الوطني. أهلا بك سيد بغداد. شكرا، تحية لكم ولكل طاقم النهار. شكرا لك. كما مشاهدينا نسعد أيضا باستضافة عبر تقنية تيمز جمال أبينا صحفي ومحلل سياسي. Monsieur Abina, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Merci. Alors on commencera avec vous, Karima. Donc la dégradation des relations algéro-françaises est plus que jamais au cœur des préoccupations des Algériens aujourd'hui établis en France. Jamais les liens entre les deux pays n'ont été aussi ébranlés que par l'instrumentalisation assumée de l'Algérie par l'extrême droite. À sa tête, je citerai Bruno Retailleau qui enchaîne provocations et mesures ouvertement hostiles, ciblant l'Algérie et ses ressortissants avec une violence symbolique sans précédent. Alors pour commencer, après les propos du président Emmanuel Macron et les annonces de mesures de rétorsion, peut-on encore parler d'un cadre de dialogue serein entre Alger et Paris, ou peut-être allons-nous carrément, le rapport de force est-il désormais l'unique horizon? On peut parler de... faut savoir, il faut aller encore plus loin. Il y a des élections en 2027. On a des personnes dans ce gouvernement qui travaillent que sur le populisme, des amateurs politiques tels que Bruno Retailleau, qui a pu, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises et sur plusieurs plateaux télé, si vous lui retirez le sujet de l'Algérie et de l'islam, il ne reste plus rien dans son programme. Il y a plusieurs enjeux. Ce qui est plutôt alarmant, c'est que dans ce tiraillement, on ne pense pas aux enfants. On ne pense pas à tous ces 6 millions d'Algériens qui sont sur le territoire français, ni ceux qui ont un lien particulier avec l'Algérie ou les Algériens. Et oui, effectivement, si on continue vers ce carcan-là, ça va se tendre de plus en plus. Mais j'ai quand même confiance en une France profonde, à une majorité de Français qui ne sont pas dupes, qui ont très bien cerné le jeu de l'extrême droite et des propos de M. Bruno Retailleau, qui s'est même ingéré dans les affaires de Jean-Noël Barrot à plusieurs reprises. Et là, aujourd'hui, c'est le président Emmanuel Macron qui s'est Exactement. exprimé. Ça, c'est plutôt décevant. C'est plutôt décevant parce que, encore une fois, je ne l'ai pas souvent cité, Monsieur le Président Emmanuel Macron, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le citer, sauf sur des sujets franco-français qui concernaient les retraites ou autres. Mais là, en ce qui concerne l'Algérie, c'est décevant parce qu'il avait un tout autre discours pour commencer. Et puis, deuxièmement, inversons les rôles. Prenons une minute et inversons les rôles. Admettons que le président algérien envoyait une lettre au Premier ministre algérien pour parler des essais nucléaires et en leur disant écoutez, on n'a pas trouvé d'accord, donc on a décidé de manière unilatérale de sanctionner la France. Ça aurait fait un effet boule de neige. Je trouve que l'Algérie est pleine de sagesse, a une diplomatie noble. Je l'ai déjà réitéré à plusieurs reprises qu'il fallait que le gouvernement français, en tout cas celui qui est présent actuellement, puisse arrêter cette diplomatie de haut-parleur et de passer à une diplomatie noble, discrète et efficace. Et malheureusement, tout ce que l'on constate, c'est une boîte à buzz. Donc le populisme... parler des Algériens pour noyer d'autres problèmes de notre société, mais qui est enfermé là-dedans, qui est stigmatisé? Ce sont les Algériens établis en France, ce sont tous ceux qui ont un lien particulier avec les Algériens, ce sont les amis de l'Algérie, et ça c'est vraiment révoltant, et c'est pas digne d'un président qui est censé sécuriser et montrer à tous les Français, peu importe leurs origines, qu'ils sont en sécurité sur le territoire. Très bien. سيد بغداد، يعني في ضوء اللهجة الشديدة التي استخدمتها الجزائر في بيانها، بيان الخارجية الأخير، هل نحن ربما اليوم أمام تحول جذري في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية تجاه باريس، يعني من المرونة ربما إلى الحزم المبدئي؟
Moi, personnellement, je crois que l'Algérie est toujours attachée à ses principes et juste de respect mutuel, notamment en matière de relations diplomatiques au niveau international, et que l'on voit à travers toutes les réactions officielles que l'Algérie prend un discours, je dirais, modéré, un discours qui justement dénote de cette conscience nationale, de la défense de la dignité des citoyens algériens, et qu'elle s'attache aussi à user de ses droits, notamment par le principe de la réciprocité, et que l'Algérie, contrairement à ce qu'on en dénonce dans la lettre et instruction du président français à son Premier ministre, n'a jamais été, je dirais, la première et aussi l'initiatrice d'une disposition qui sont contraires, je dirais, aux accords conclus, et aussi qui remettent en cause les bonnes relations algéro-françaises, mais qu'on dénote malheureusement la dérive, je dirais, d'un lobby de l'extrême droite qui vise justement à exploiter cette mésentente et aussi à essayer de provoquer plus de tensions et de créer ce climat de tension qui actuellement, malheureusement, se fait aux dépens des intérêts des deux pays. Très bien, merci. Monsieur Abina, donc, il y a quelques jours, nous évoquions ici même la possibilité d'une réaction officielle, une réaction du président Emmanuel Macron. C'est désormais chose faite, d'ailleurs, dans une lettre adressée à son Premier ministre. Il ordonne la mise en place de mesures de rétorsion contre l'Algérie. Mais au-delà de cette décision, c'est le vocabulaire employé qui interpelle d'ailleurs le chef de l'État français, reprend presque mot pour mot le registre sémantique de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français. Donc, en actant cette ligne, c'est l'option maximaliste, je dirais, qui se trouve validée au sommet de l'État. Oui, je pense que M. Macron est dans une démarche qui ressemble à du Trumpisme. Il a dû lire The Art of Deal parce qu'il est en train de pousser le bouchon au maximum, effectivement, en écoutant des radicaux comme Retailleau, qui, il faut le rappeler encore une fois, est un agent d'extrême droite catho-intégriste inspiré par De Villiers, donc quelqu'un qui a un problème avec les Arabes, les musulmans, l'islam et les étrangers. Mais M. Macron a poussé le bouchon, je pense certainement, dans une démarche de vouloir à la fois créer un rapport de force, donc on parle beaucoup de rapport de force et de respect, ce qui est assez ridicule, ne pas respecter les principes qui régissent les rapports d'État à État, à savoir la diplomatie réfléchie, à fleur et moucheté, mais réfléchie dans la mesure où on se projette. Et je pense que M. Macron est aussi sous influence de quelques lobbies, au-delà même de l'extrême droite, qui est assez évident, et de lobbies qui ont un lien direct avec l'Algérie. N'oublions jamais que son principal conseiller, c'est Jacques Attali, qui est un ancien rapatrié d'Algérie, juif algérien, et qui était un mitterrandien acharné. Donc vous imaginez un peu la logique qui participe de cela. Il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a des rapports de force internes dans le parti, puisque Macron cohabite, on le sait aujourd'hui. Retailleau dit qu'il n'est pas macronien. Il cohabite avec un parti, il a besoin, aux prochaines élections municipales en 2026, de réduire au maximum la casse. Et il a besoin donc de composer avec la droite. Et pourquoi pas avec une certaine extrême droite. Donc Retailleau, c'est un peu la figure de proue de cette extrême droite. Mais on sent à la fois une forme de volonté de vouloir en découdre, et en même temps, il garde le cordon, la ligne ouverte. On a encore ce téléphone rouge qui reste ouvert. Donc je pense que Macron est pris par des pressions de droite et de gauche qui le conduisent à avoir tantôt une position modérée et raisonnée, tantôt une position poussée à la radicalité extrême. Et je pense qu'effectivement, in fine, cette poussée comme ça n'est pas un hasard par rapport au calendrier. N'oublions pas les voyages qui ont été faits par le président de la République algérienne en Italie, où les marchés ont été remportés de façon extraordinaire, avec une collaboration active. Le prochain voyage prévu pour l'Allemagne, donc toute l'Europe centrale actuellement, je parle de la Slovénie aussi, même l'Angleterre, est intéressée par une relation saine avec l'Algérie. Et la France ne sait pas prendre la balle au bon, ne sait pas proposer des choses plus sérieuses en collaboration, et effectivement oublie que sur son territoire, on estime qu'il y a entre 4 et 6 millions d'Algériens binationaux qui sont installés et qui ont un lien très important avec l'Algérie. Je ne parle pas des rapatriés français, je ne parle pas de l'extrême droite, mais au moins ceux-là qui ont besoin d'être sécurisés. Et Macron le disait lui-même, on ne peut pas prendre en otage cette population, ni la mettre dans une situation d'inconfort. Manifestement aujourd'hui, c'est un peu le pari risqué qu'il est en train de faire. C'est un pari sur l'avenir municipal et présidentiel, et c'est un pari qui est risqué encore une fois. Très bien. Carrément, en parlant des Algériens vivant en France, comment ces tensions croissantes entre Alger et Paris affectent-elles leur quotidien ? Alors c'est sécurité, l'insécurité constante, des questionnements. Faut savoir que les Algériens sont très très bien intégrés
n'ont pas été biberonnés à la haine, contrairement à ce qu'on peut raconter dans les médias français. Nous avons tous grandi, y compris moi. Nos grands-parents nous disaient nous avons combattu le colonialisme, nous n'avons pas combattu les Français. Nous sommes contre le colonialisme, comme beaucoup dans le monde, comme nous œuvrons aussi pour nos frères palestiniens. Et aujourd'hui, on a ces Algériens qui sont complètement dans différents niveaux sociaux. Ils sont intégrés partout, qui ont des postes à responsabilité. On a de l'élite, on a des gens qui sont dans les métiers à risque, à tous les niveaux, mais qui se sentent plus en sécurité parce que matin et midi soir, c'est la chasse aux Algériens. Oui. Matin, midi, soir, c'est l'Algérie par-ci, l'Algérie par-là, alors que nous, en tant que Français, on a d'autres responsabilités, on a d'autres choses à régler. En premier, le pouvoir d'achat, on a plein de problématiques à régler en interne. Et de voir cet acharnement dans un contexte géopolitique aussi trouble, eh ben, ça met vraiment un climat d'insécurité. Les Algériens ne sont plus sereins. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui partent, beaucoup qui pensent à retourner en Algérie. Certains ont décidé d'aller à l'étranger aussi. Beaucoup se posent beaucoup de questions qui sont très attachées aux deux rives. La majorité des Algériens ont cette double appartenance. Ils n'ont aucun tabou. Lorsqu'ils vous disent « nous sommes 100% algériens, nous sommes 100% français », c'est sans tabou. Aujourd'hui, on nous impose l'assimilation. Mais leur parti algérien semble déranger aujourd'hui des personnes comme Bruno Retailleau. Ah oui, Bruno Retailleau ne peut pas comprendre que moi, par exemple, je puisse dire que je suis 100% algérienne, 100% française. Il faudrait que je choisisse un camp. Mais je ne peux pas choisir mon ADN. Et pourquoi cette demande vis-à-vis des Algériens et pas d'autres communautés? Tout à fait. Nous sommes constamment visés. Et le 100% français, 100% algérien est de mise. Et ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire. Nous sommes le cordon ombilical entre les deux rives. Nous œuvrons constamment pour le bien-être des deux rives. Donc ça ne peut être que bénéfique. Et lorsqu'il pense, et encore une fois, il manque de culture d'État, j'ai l'impression, ce monsieur, parce que même un élève de Sciences Po pourrait faire mieux que lui, lorsqu'il pense taper sur l'Algérie, il ne se rend pas compte qu'il tape sur tout le Sud global et que au détriment de la France. Lorsqu'on aime la France, on veut son bien, on veut des intérêts, on souhaite qu'ils s'entendent avec un maximum de pays, d'autant plus avec l'Algérie qui est en montée sur plusieurs thématiques, y compris économiques et politiques, qui s'entend au niveau mondial, qui manœuvre diplomatiquement de manière majestueuse en ce moment. On a pu citer l'Italie, mais pas mal d'autres pays, grandes puissances comme la Russie et les États-Unis. Et il est impératif que le gouvernement comprenne que ce jeu doit cesser et que les Algériens regardent ça de près et que, oui, nous sommes Algériens d'origine, mais nous sommes aussi Français et nous avons des devoirs civiques. Cette ouverture également à d'autres partenaires économiques semble déranger en France aujourd'hui. L'ouverture de l'Algérie à d'autres partenaires économiques, à l'image de l'Italie. Bah, écoutez, on avait un moment donné où on tapait sur l'Algérie, puis quand l'Algérie se tourne vers l'Italie, ça a dérangé, puis on a senti un caprice, encore une fois, de l'amateurisme de la part de la France. On n'a pas, ça fait 2 ans que je répète que l'intérêt pour les Français et pour les Algériens, c'est une diplomatie noble, discrète et efficace, à tout point de vue, au niveau reconnaissance du devoir de mémoire, sur notre histoire, sur l'économie. Il faut absolument qu'on retourne à la normale et j'espère vraiment, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui œuvrent, cette France profonde qui est vraiment pas raciste, parce qu'on nous expose vraiment les personnes qui déversent leur fascisme à la télé, mais il y a des personnes politiques telles que Dominique de Villepin qui prônent la sagesse, la réelle diplomatie et qui a la figure d'un homme d'État. Et j'espère qu'on reviendra à la normale assez rapidement pour le bien-être des deux États, mais surtout de leurs enfants. Oui. Très bien. Pensez-vous à un éventuel retour à la normale, M. Bardette? Je dirais que le communiqué du ministère des Affaires étrangères, oui, il explique mieux, je dirais, la position de l'Algérie et que, bien sûr, si je dirais que la partie française revoit un peu sa politique vis-à-vis de l'aggravation, notamment l'aggravation de la tension des relations entre les deux pays et lève tous les obstacles, et ben, l'Algérie fera de même dans le cas de la réciprocité et que toujours l'Algérie prenne, je dirais, une démarche
de respect et de développement des relations internationales, notamment avec la France, mais bien sûr qu'elle ne cédera jamais aux pressions, qu'elle ne cédera jamais à la dérive d'un certain lobby de l'extrême droite, notamment qui a des fins politiques et notamment ce qui est lié aux élections. On comprend bien, d'ailleurs, ce Bruno Retailleau, il a fait toute cette armada, je dirais, d'exhibition politique pour décrocher le poste du président du Parti républicain en mai dernier. Maintenant aussi, on sait qu'il y aura les élections municipales en 2026, mais surtout, les grandes ambitions du présidentiel de 2027 en France. Et l'on comprend bien cet acharnement envers l'Algérie. Mais là, tout de même, on parle du président français Emmanuel Macron. C'est lui qui a émis une lettre hier au cours de la semaine à son Premier ministre. Oui, mais on dirait que les faits sur lesquels se base cette instruction ou cette lettre ne sont pas vrais. C'est-à-dire que l'on dit qu'elles sont contraires à la réalité. Et que, bien sûr, l'Algérie se dédouane et dénonce un petit peu le fait qu'elle est responsable, qu'elle est mise accusée d'être responsable de toute la dégradation de ses relations bilatérales et notamment les violations des accords. L'on voit bien que le dossier des visas a toujours été l'instrument qui ont été exploités par certains, notamment ce Retailleau qui, je dirais, excelle dans, dans la démarche du pourrissement des bonnes relations qui étaient depuis, je dirais, 2 années entre l'Algérie et la France, et que cela persiste malheureusement, et bien sûr que nous appelons à une relecture des faits, et bien sûr que la partie française puisse assumer pleinement ses responsabilités, et notamment le droit de l'Algérie de défendre la dignité de ses citoyens. Très bien. Monsieur Abina, le président français Emmanuel Macron reprend à son compte les formulations, si je peux dire, des formulations dures de la droite radicale française. Ce virage lexical marque-t-il, selon vous, une forme d'alignement officiel de l'Élysée sur les courants les plus hostiles à Alger ? Je pense que c'est une tactique politique pour endormir la droite et l'extrême droite. Je pense que M. Macron est coincé entre 2 courants extrêmement radicaux et qu'il essaie de montrer qu'il est le chef de l'équipe, tout simplement. Il faut se souvenir récemment encore qu'il a convoqué Retailleau, il n'a même pas reçu finalement, qu'il a fait un rappel à l'ordre, ça n'a pas été respecté. Il a un gouvernement assez faible, un Premier ministre qui n'est pas à la hauteur, et un ministre des Affaires étrangères qui va mi-fumer raisin et se trouver des solutions. Mais dans les faits, il faut se rappeler quand même du passif. Qu'est-ce qui a créé les conditions de la brouille? D'abord, c'est la question de la mémoire, effectivement. La France refuse de reconnaître les crimes qu'elle a perpétrés en Algérie et ne demande pas pardon. Donc elle fait une politique de petits pas qui ne va pas bien loin, mais manifestement oublie qu'il faut aller très loin comme les Allemands l'ont fait avec les Français. Les Italiens l'ont fait avec les Libyens. Ensuite, deuxième aspect, il y a les accords de 68, l'obsession de Retailleau. Donc les accords qui sont complètement marginaux, mais dont il faut faire la falle en disant attention, 68 c'est l'invasion migratoire, les problèmes viennent des immigrés, donc des Algériens, et il caractérise toutes les problématiques françaises sur l'immigration, donc discours d'extrême droite classique. Ensuite, vous avez aussi l'affaire, effectivement, Sansal, et puis ces questions, soi-disant, de nouveaux Français, parce que maintenant, ils disent que c'est leurs citoyens français, alors que c'est un citoyen qui a été fabriqué de toutes pièces, qui a été naturalisé, et qui, en vérité, ne pèse pas grand-chose. C'est juste un alibi, sur lequel ils tapent d'ailleurs à satiété, parce que s'ils avaient voulu qu'il y ait un apaisement, ils auraient calmé un peu le jeu, ils n'auraient pas mis de l'huile sur le feu. Donc on voit bien que Sansal est l'idiot utile de ces gens-là, que c'est un type en plus extrême droite, donc absolument pas recommandable, il n'y a aucune valeur particulière. Ensuite, il y a l'affaire effectivement de la marocanité du Sahara, qui est respectée par les conventions internationales de l'ONU. Donc là, encore une fois, une erreur tactique de M. Macron, qui n'y a rien gagné d'ailleurs, puisqu'on voit bien que les marchés de la défense ont été emportés par l'entité sioniste. Et ensuite, vous avez les questions économiques, la diversification. Moi, j'ai envie de vous dire simplement, c'est que la vraie raison pour laquelle la France est en tension avec l'Algérie, c'est qu'à l'époque, je vais prendre un personnage, un triste cire, un pauvre R, un type d'extrême droite qui aujourd'hui le revendique quasiment, puisqu'il est conseiller du Front National, c'est monsieur Retailleau, c'est monsieur Driancourt. Alors Driancourt, il dit quoi? Driancourt, il dit oui, l'Algérie. Alors à l'époque, j'avais vu une conférence où j'ai pas aimé son discours déjà, quand il était 2e fois ambassadeur. À l'époque de l'Aïs Abbas, ça ne le dérangeait pas l'Algérie, où il y avait de la gabegie, où il y avait de la corruption, où on achetait des
kilomètres de marchandises françaises sans jamais rien produire sur le territoire. Aujourd'hui, il sait parfaitement que l'Algérie produit au moins la mayonnaise, j'ai envie de vous dire, au moins les denrées alimentaires, qu'elle commence à diversifier massivement son économie sur la production interne. Ce qui veut dire que si on produit en interne, on n'importe plus de produits français. Et cela, il l'a parfaitement identifié. C'est un fait qui semble déranger beaucoup ces derniers temps. Oui, c'est l'obsession, parce qu'ils perdent des denrées. Il y a 18 milliards estimés de pertes. Les 6 000 opérateurs français commencent à être très inquiets parce qu'ils exportent de moins en moins et ont du mal à évoluer malgré tout. Mais surtout, M. Retailleau n'aime pas les Français, sinon il ne mettrait pas en danger les entreprises françaises avec des centaines de milliers de personnes impactées. Mais simplement pour dire que depuis que l'Algérie est diversifiée, eh bien là, on a j'appelle ça de la raquette à l'extrême droite, qui sort du bois et qui disent quoi? Ah, il y a des problèmes en Algérie, ça se passe pas très bien. J'imite Driancourt. Oui, il faut en finir avec l'Algérie, il faut aller plus loin, il faut quasiment rouvrir une guerre. Donc ça, c'est les gens qui n'ont pas fait la guerre qui parlent en général. Mais en vérité, la vraie problématique, c'est une guerre économique qui est lancée aujourd'hui, qui profite pas à la France. Parce que la France n'a pas fait son travail, elle n'a pas collaboré intelligemment avec l'Algérie pour créer de la richesse en commun. Elle s'est contentée de prendre ce marché à ciel ouvert, de vendre tous ses produits manufacturés, denrées alimentaires, machines-outils ou autres, mais jamais de production sérieuse. Et quand je dis production sérieuse, c'est une industrie automobile sérieuse, pas une industrie de montage. C'est une industrie effectivement dans le domaine des transports qui n'a pas été mise en place. C'est un transfert technologique ou au moins un partenariat sur le plan de l'agriculture qui n'a pas été mis en place. L'Italie le fait immédiatement. L'Italie a montré qu'elle n'était pas intéressée que par les hydrocarbures. C'est une vraie collaboration sur le long terme, tout comme l'Allemagne, l'Autriche bientôt et d'autres pays. Donc tout ça, ça a donné des tensions. Et puis, il y a cette fameuse politique des petits pas. J'étais, à titre personnel, très content de voir que M. Macron reconnaisse qu'on a assassiné le père d'un ami qui s'appelait Sami Boumendjel. Donc Ali Boumendjel a été assassiné par l'armée française. Macron a fini par dire à sa famille, oui, effectivement, c'est un crime. Sauf que des petits pas comme ça n'est pas sérieux. Il faut dépasser les petits pas aujourd'hui. Il n'y aura pas de procès, on le sait, mais au moins que l'État français reconnaisse effectivement la barbarie coloniale et qu'il demande officiellement, je parle de M. Macron, pardon pour l'État français. On ne demande pas aux Français... D'ailleurs, le président algérien Abdelmajid Tebboune demande aujourd'hui la reconnaissance. C'est le minimum syndical quand même. Vous vous rendez compte qu'en Allemagne, on a fait des procès, qu'il y a des gens qui ont été tués, exécutés, poursuivis, que les Allemands se sont pétris en contrition pour demander pardon, qu'aujourd'hui encore, on a le sentiment effectivement qu'ils sont dans une posture victimaire, entre guillemets, de personnes qui ont commis des crimes et qui doivent toujours éternellement demander pardon. On voit l'excès de zèle qu'ils font par rapport à l'entité sioniste. Donc c'est vous dire que réellement, on n'a même pas au stade de la reconnaissance. Vous imaginez on ne parle pas de procès, mais au moins reconnaissance. Demandez pardon, faites un effort. On ne demande pas d'argent, mais minimum, respectez les morts que vous avez assassinés par millions. Eh bien ça, effectivement, c'est vraiment l'alpha et l'oméga pour certains. Et c'est la pomme de discorde, la vraie pomme de discorde. Et malheureusement, M. Macron est passé à côté de son histoire parce que s'il avait été le président, comme Chirac l'a fait en 1995 pour le Veldiv, qui a reconnu qu'effectivement Vichy, c'était la France, s'il avait fait cela, effectivement, on aurait dépassé ça. Et dernier point que je voudrais évoquer important, parce que là, j'ai entendu un discours sur le 100% algérien, 100% français. Moi, bon, ça fait 200%, ça fait beaucoup pour une personne. Non, on n'est pas 100% français, 100% algérien. On est 100% citoyen français de droits et de devoirs, et on respecte nos devoirs et nos droits. Et on est 100% algérien, parce qu'effectivement, là, on parle du rapport au sang, à la terre, du rapport à la culture. Donc, la citoyenneté française, c'est un acquis de la Révolution française que je respecte, et cette citoyenneté n'est pas négociable. C'est pas une question d'origine ou d'ethnie, c'est une question de on est sur le territoire, on est français, c'est pas négociable. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Habina. Donc, nous allons revenir juste après cette page publicitaire. مشاهدينا فصل ونعود. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. إذا نعود لمواصلة نقاش هذا العدد من برنامج تساؤلات. أرحب بضيفي الكريمين أو بضيوفي الكرام مرة أخرى. أهلا بك مسيو بغداد. نعم. أهلا بك. شكرا مجددا وتحية لكل طاقم. شكرا. Bienvenue encore une fois, Karima. Donc, pour poursuivre ce débat, comment expliquez-vous aujourd'hui que la question algérienne demeure un levier politique récurrent en France, notamment à l'approche de chaque échéance électorale? D'ailleurs, l'Algérie sert encore de variable d'ajustement dans les crises françaises, surtout que la France aujourd'hui vit une multitude de crises politiques, sociales et même économiques aujourd'hui. Depuis toujours, lors des élections, surtout les élections présidentielles, il y a un réel engouement sur la question franco-algérienne, sur les deux rives. Même lors des élections algériennes, on peut retrouver le même engouement sur le territoire français de par le nombre assez conséquent d'Algériens sur le territoire français, de par notre histoire aussi, très grande, très longue et très douloureuse, mais avec un lien indéfectible. Je pense aussi qu'il y a aussi, c'est un sujet très passionné et passionnel,
est très haineux vis-à-vis de cette petite frange, parce que ce n'est pas la majorité des Français, mais il y a bien une frange radicalisée, nostalgique de la colonisation, qui essaie d'empiéter constamment sur les élections, tout en besant sur l'Algérie. Aux dernières nouvelles, moi, mon dernier plateau, on nous parlait de guerre. Qui choisiriez-vous entre la France et l'Algérie en cas de guerre? Mais pourquoi parlons de guerre? Pourquoi on parlerait de guerre? Il y a eu une guerre. On ne parle plus de choix, mais de guerre aujourd'hui. On ne parle pas d'avenir, on parle de guerre. Et c'est là où j'ai répondu, mais pourquoi demandez-vous ça aux Algériens qui sont totalement intégrés? Et d'ailleurs, nous ne sommes pas en guerre, et dans vos rêves les plus fous, ça n'arrivera plus. Mais au-delà de ça, on ne dit pas ça aux Israéliens, aux Franco-Israéliens qui sont partis en Israël, au dépit des positions de la France, pour aller tuer des Palestiniens sur le territoire palestinien. Et lorsqu'ils reviennent sur le territoire français, on ne les met pas en prison, on ne les questionne pas, on ne leur demande pas quelle est votre appartenance. Donc il y a vraiment un sujet très passionné, passionnel. Moi, j'appelle vraiment tous les Français, justement, comme c'est quelque chose qui se réitère. Et comme on arrive en 2027 et que la question algérienne va aller jusqu'en 2027, et ça, on le sait, on en a pour 2 ans de parler de l'Algérie sur les plateaux télé et en France, c'est de leur dire allez vous inscrire sur les listes électorales, montrons qu'il y a une France profonde, montrons qu'on peut faire nation et qu'on peut changer les choses. Ne soyons plus dupes, continuons à ouvrir les yeux sur ce qu'il passe. Soyons autant politisés que les Algériens sur les territoires algériens qui sont très politisés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. En France, souvent, la partie française parle de l'Algérie comme soit d'une politique bananière, soit d'une junte militaire. Mais ils ne comprennent pas le fait que l'armée nationale populaire qui a fêté d'ailleurs je souhaite Eid Moubarak, le 4, a fait un excellent travail, c'est la boussole du peuple, que ce peuple algérien fait nation, et on aimerait retrouver cela sur le sol français. Mais à cause de cette frange radicalisée d'extrême droite qui nous empêche d'avancer, qui nous stigmatise parce qu'on se sent 100% français et 100% algérien, parce que c'est une richesse d'avoir ce côté français et ce côté algérien. Ça fait partie de notre histoire et on ne doit pas la renier. Et ben, si on arrive à garder ce cap, et ben, on arrivera à leur répondre de manière civique et de manière concrète. Et peut-être qu'avec le temps, je fais partie de ces générations qui essaient de sécuriser les futures générations qui n'auront plus à subir ces combats constants pendant les présidentielles françaises. Très bien. Monsieur Berded, d'ailleurs, à travers le communiqué des Affaires étrangères, l'Algérie parle aujourd'hui de pratiques de chantage et d'instrumentalisation de l'octroi des visas de passeport diplomatique. Et selon Alger, ces comportements sont contraires aux engagements internationaux et relèvent d'un traitement discriminatoire des Algériens. Oui, ce que l'on remarque depuis un bon bout de temps, je dirais plus d'une année, et même 2 ans, depuis un petit peu l'aggravation de ces tensions, entre guillemets, provoquées par, je dirais toujours, les commanditaires de ce lobby de l'extrême droite, pour des intérêts, je dirais, partisans et liés, bien sûr, à des rendez-vous électoraux que l'on considère que c'est une affaire française en interne, plus qu'autre chose, que justement ça a tourné toujours autour des accords qui régissent les relations sur le plan de mobilité des personnes et sur le plan migratoire. Donc à chaque fois, les dispositions qui sont autoproclamées de manière unilatérale par la partie française, notamment le ministère de l'Intérieur, et des fois que l'on ne comprend pas, qui je dirais, se substitue au ministère des Affaires étrangères. Et là, c'est un point d'interrogation et qui, justement, à chaque fois remet en cause les accords qui régissent c'est des violations que l'on dénonce en tant que pays souverain, ces violations françaises de l'accord notamment de 1968 sur la circulation des personnes, et aussi des accords consulaires de 1974, et aussi de non-respect de l'accord de 2013 sur les visas diplomatiques. Donc, je dirais que cette escalade
française, bien sûr, et a été suivie par une position ferme, de fermeté de l'Algérie qui s'attache bien sûr de premier principe à sa souveraineté et aussi au respect mutuel, parce que l'Algérie toujours revendique le traitement d'égal à égal. Ce n'est plus, je dirais, ce rapport de force que certains croyaient déjà qui est à l'insu de notre souveraineté, mais aussi que l'Algérie, à travers ce communiqué des ministères des Affaires étrangères algériens, met les points sur les i. Et dorénavant que l'Algérie, bien sûr, réaffirme ses positions et que jusqu'à maintenant, elle a usé de son droit de réciprocité dans le cadre des accords internationaux et que l'Algérie, bien sûr, maintenant déplore et dénonce cette instruction et ces décisions qui sont contraires à la réalité et bien sûr que l'on comprend bien que c'est aussi un moyen de pression qui a toujours été un instrument privilégié, notamment, comme je l'ai dit auparavant, par un certain lobby qui vise à déstabiliser, bien sûr à provoquer un petit peu l'ire des Algériens et que l'on dit que nous, en tant que mouvement d'El Bina, nous prenons toujours, je dirais, un soutien fort et affirmé aux positions de l'Algérie dans ce climat de tension provoqué et que, bien sûr, maintenant, toutes les voies sont toujours entrouvertes pour mettre un terme à ces tensions et ne plus exploiter ces accords comme un moyen, une instrumentalisation au détriment des intérêts des deux pays. Bien sûr, allez-y. Oui, si je peux me permettre, et surtout que ces accords 68, c'est important de rappeler aux Français parce qu'on ne leur dit pas dans les médias, mais ils ont été revus à 3 reprises. Tout à fait. L'accord 68, il a été dénué de tout sens. Et il faut savoir que si vous regardez les chiffres du ministère, la participation algérienne, en tout cas les Algériens qui demandent des titres de séjour, ce genre de choses, il y a beaucoup de communautés qui sont arrivées quasiment à la même hauteur du nombre des Algériens. Donc en gros, l'Algérie n'est plus privilégiée comme les accords 68 avant modification. Et donc, le fait qu'elle soit dénuée de tout sens, c'est là où on constate mais pourquoi que cet c'est acharnement devenu un instrument sur l'accord de politique. 1968 Parce qu'ils font du populisme, parce qu'ils ont ubérisé la parole en France, parce qu'il y a une frange radicale qui est raciste. On le sait, il y a l'extrême droite qui est montée un petit peu en puissance et on a eu un affaiblissement de l'autre côté, en fait un effacement de cette droite qui s'est radicale. On parle de droite extrême et d'extrême droite. Donc cette droite un peu gaulliste et tout, ayant un peu disparu, ça affaiblit. Et on a ubérisé la parole, on s'est un peu trop lâché en France et donc maintenant il y a un certain concours d'aller chercher cet électorat. Et à chaque présidentielle ou à chaque communale, même au municipal, on a les mêmes méthodes, c'est de stigmatiser, de jouer sur les 3 I en France. Immigration, insécurité et islam. Et là, en ce moment, en termes de présidentielle, ce sera l'Algérie malheureusement. Et ce qui est navré et énervant et vraiment frustrant parce que ça touche, et moi ça me touche particulièrement, c'est que les Algériens sont visés et c'est la population, je ne veux pas la comparer aux autres communautés, mais on est très très bien intégrés, on a cette double appartenance et ça me touche profondément parce qu'on a toujours suivi la politique française et on a respecté les lois de la République française comme lorsqu'on est sur le territoire algérien, on a toujours respecté notre mère patrie. Ça dérange aujourd'hui, mais nous y ferons face et nous continuerons à mobiliser un maximum de Français dans sa globalité, y compris les Franco-Algériens, pour que cela cesse. Très bien. Justement, pardon, c'est pour ajouter à cela, c'est que l'on constate malheureusement et nous déplorons que le fait que cette politique française vis-à-vis de l'Algérie est otage de politique politicienne pour des enjeux uniquement électoraux et que dans ce cadre aussi nous saluons la position forte de l'Algérie, notamment si la France à travers cette lettre demande uniquement ou instruit le Premier ministre de suspendre ses
je dirais, ces accords d'exemption de visa, l'Algérie elle a répondu d'une manière très forte que l'Algérie dénonce l'accord d'exemption de visa. L'Algérie demande toujours qu'elle ne pourra jamais être otage de chantage dans ce cadre. Oui, parce que c'est réciproque aussi. Tout à fait. On a l'affaire quand même de M. Bouchouareb. On peut en parler. Et c'est important aussi de dire au gouvernement français que c'est d'égal à égal. Il faut arrêter cette condescendance, ce paternalisme. On a des problèmes à régler, effectivement, entre les deux rives. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais ça se fait avec une diplomatie discrète et efficace parce que tout pourrait remonter à la surface, que ce soit les essais nucléaires, la ligne Chalet-Maurice, ça peut être le dossier M. Bouchouareb, comme M. Boualem Sansal qui a trahi sa patrie et qui a été devant la justice algérienne. Il faut reconnaître aussi la souveraineté algérienne qui a le droit de traduire un Algérien en justice. Et tout ça, il ne faut pas qu'il y ait juste une balance d'un côté. Donc la France a des choses à reprocher, mais l'Algérie aussi. Et on doit être dans cet équilibre pour aider justement à cette passerelle et pour que la population se sente Aujourd'hui, la France semble oublier d'ailleurs cette partie. Effectivement. Monsieur Abina, le communiqué du ministère des Affaires étrangères établit une équation très claire. D'ailleurs, l'Algérie n'accepte ni pression ni menace. Pensez-vous que ce message a été peut-être compris à sa juste portée à Paris ? Oui, il a été compris parce que jusqu'à présent, il y a quand même une mesure dans la réponse algérienne. Ils n'ont jamais été dans l'excessive. Et à chaque fois en face, on a un coup à l'apaisement. Et puis après, 3 jours plus tard, on a une aggravation de la situation portée par M. Retailleau. Donc il faut bien comprendre que le maître à penser de Retailleau, ça reste Sarkozy. Un homme qui est condamné d'ailleurs aujourd'hui à multiples reprises, un voyou, que M. Retailleau a compris qu'il pouvait faire carrière en étant dans l'outrance, ça fonctionne bien, qu'il sait que l'extrême droite s'est fragilisée à la suite du procès qu'il a condamné pour vol. Et oui, ce parti qui dénonçait toute l'immigration comme étant une immigration de voyous et de voleurs est le plus grand parti de France voleur. Et ça, M. Retailleau l'a bien compris dans son équation. Il sait que M. Macron a besoin de la droite pour faire passer ses budgets et il oublie le prix du passé. C'est vrai que le passé qui ne passe pas, ça il l'a oublié. Il oublie effectivement et bien volontiers en mettant l'accent sur un Boualem Sansal qui est d'extrême droite d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que j'aime bien qu'on nomme les choses. Quand on est dans un média qui s'appelle Frontières, ex-Livre Noir, on est d'extrême droite. Il n'y a pas de négociation là-dessus, donc on est un traître. Voilà, c'est tout, il n'y a pas à discuter. Il y a beaucoup malheureusement, quelques Algériens qui sont séduits par l'extrême droite. Lui, c'est pire encore. Il a été nourri toute sa vie par l'Algérie et il trahit le pays en insultant, en dénonçant l'existence même de la réalité du pays, en faisant croire qu'il n'existe pas et que ce serait à l'Est et à l'Ouest, mais que l'Algérie au milieu, c'est rien. Il l'a dit, faut le rappeler quand même. Donc ça, c'est quand même une insulte à l'État-nation et l'histoire algérienne. Il y a aussi l'aspect de la fierté française qui en a pris un coup. N'oublions jamais que depuis les guerres napoléoniennes, après la défaite effectivement de Waterloo et surtout la Bérésina en Russie, Napoléon a ouvert la balle de 200 ans de défaite militaire de la France. Pendant 200 ans, la France n'a fait que s'effondrer devant la Prusse, devant l'Allemagne sur la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Dien Phu et l'Algérie. Elle perd son empire africain francophone à cause de l'Algérie. Donc tout ça, ça crée quand même quelques tensions de fierté, parce que la fierté n'est pas passée. Et c'est vrai qu'en Algérie, le passé, il s'arrête en 62, puis le racisme et tout ce qui va avec, on a tendance à oublier, mais que nous, en France, on le côtoie au quotidien, on sait ce qu'il en est, on voit ce ressenti. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a que l'extrême droite, il faut quand même nuancer le propos. C'est trop facile, l'extrême droite est importante en France, sauf qu'il y a une droite qui s'est radicalisée, c'est vrai, c'était dit sur le plateau, mais il y a aussi une frange à gauche qui a cette nostalgie coloniale. N'oublions pas que Mitterrand était de gauche quand même, et qu'il était maximaliste sur l'Algérie, il voulait maintenir l'Algérie c'est la France, on s'en souvient. N'oublions pas que, j'ai envie de dire que quelques acteurs de gauche qu'on connaît aujourd'hui comme BHL, ou même celui qui conseille Macron actuellement, Attali, sont de gauche à l'origine. C'est une gauche PS, donc une gauche un peu colonialiste, Guy Mollet, j'en passais les meilleurs. N'oublions pas qu'il n'y a pas que la droite et l'extrême droite qui agissent là-dedans, parce que la gauche aussi a sa part du gâteau dans l'équation, et qu'elle ne fera pas forcément un travail très noble. Quand on voit la façon de prendre fait et cause pour un agent d'extrême droite, et que certains partis de gauche ont dit il faut qu'il soit libéré, alors qu'effectivement il a été jugé sur des faits graves, on ne parle même pas de la question sioniste, mais au moins sur la question de l'histoire algérienne, eh bien ça on l'oublie. Donc moi j'ai envie de dire simplement, c'est que on constate aujourd'hui que ce qu'ils appellent l'invasion migratoire algérienne, c'est inversé. Il y a un retour des Algériens de France ou un aller simple Algériens de France vers l'Algérie. Que les Algériens qui partent vers l'étranger ne partent pas en France. Ils vont aux États-Unis, au Canada, au Québec, au Moyen-Orient. Ils ne vont pas en France parce qu'ils voient que c'est bloqué, parce que l'économie est en panne, parce qu'il y a une perspective qui se dégrade, parce qu'il y a 6 à 8 millions de chômeurs. On n'a pas les taux officiels, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas comptabilisés. Et parce que simplement, il y a une radicalisation du discours dans les médias, mais pas seulement, aussi dans la rue. Rappelons-nous, aux dernières élections,
législatives que les violences verbales dans la rue ont explosé. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Il ne faut pas faire un tableau idyllique ni un tableau noir. Il y a une France qui résiste, une France qui n'a pas envie de cet extrémisme, une France qui n'a pas envie d'être en brouille avec des pays du Sud. Et l'Algérie, qui est un acteur important dans le Sud global, est un curseur de la future politique française. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc ne soyons pas angéliques, ne réduisons pas tout qu'à Retailleau. Retailleau est un problème. Macron n'était pas un raciste, il faut le rappeler. Mais aujourd'hui, la France qui ne va pas bien se sent frustrée parce qu'elle a perdu un marché important comme l'Algérie et qu'elle a le sentiment que l'Italie l'a trahi, ce qui est quand même incroyable. Donc c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Très bien. Monsieur Abina, quel avenir ces tensions laissent-elles présager aujourd'hui pour les relations franco-algériennes? Alors moi, j'ai envie de dire que là, je pense qu'on est passé au sommet de la tension. Je pense que Macron a été conseillé par des gens qui sont très, très douteux, on le sait. Et je pense que son intérêt n'est pas la tension. D'ailleurs, il le dit, on ne doit pas toucher la population algérienne de France, enfin les binationaux. On ne doit pas avoir des relations dégradées. Il faut garder la communication ouverte. Donc, M. Macron ne coupe pas le cordon, mais il va falloir faire un grand effort de son côté. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il s'affranchisse peut-être avec une nouvelle élection législative de ce parti radical qui est actuellement en commande, enfin, c'est pas le parti, c'est quelques éléments. Il va falloir qu'il revienne sur le terrain de la raison, parce qu'il était parti sur une bonne logique jusqu'en 2022, et peut-être qu'il pourra, comme l'Espagne, retrouver le chemin d'Alger, mais cette fois-ci dans des rapports sains, pas des rapports de maître à esclave ou d'ex-colonisateur à ex-colonisé. Aujourd'hui, l'Algérie est une nation qui compte, l'Algérie est une nation qui se respecte. Et je pense qu'il y a un dernier élément qu'on n'a peut-être pas évoqué, qui n'est pas rien, c'est la question palestinienne, qui pose un vrai problème à la France aussi. Parce que n'oublions jamais que la France est du côté sioniste. C'est elle qui a créé le sionisme. Donc c'est vrai que la question palestinienne est un curseur qui peut-être crée des tensions et que peut-être quelques acteurs français qui sont très énervés par la position algérienne sur l'ONU ont envie, effectivement, à la suite du refus catégorique de l'Algérie de reconnaître l'entité sioniste tant que la Palestine n'est pas recréée, ont envie peut-être d'en découdre avec l'Algérie. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Abina, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, Karima, pensez-vous que les mesures ou peut-être les directives d'Emmanuel Macron concernant les Algériens établis en France seront prises en compte par, je dirais notamment, des personnes comme Bruno Retailleau aujourd'hui? Les mesures prises par le gouvernement algérien? Non, je parle des directives qu'Emmanuel Macron a transmises à Bayrou. Oui, effectivement, ils vont. Il a dit de ne pas toucher aux Algériens qui vivent en France aujourd'hui. Oui, mais on ne peut pas. C'est le tout à la fois. C'est stigmatiser, c'est taper à outrance sur l'Algérie, donc forcément, ça a un impact sur les Algériens de France. Et ensuite, de ne pas toucher aux Algériens qui sont en France, ça n'a pas de sens. Lorsqu'on touche à l'Algérie, on touche aux Algériens de France. Et c'est là où je vous disais qu'ils font le distinguo entre quelqu'un qui est timidé et quelqu'un qui est intégré. Donc non, je suis désolée, lorsque vous avez un attachement profond, moi je ne vais pas me dénuer de mon ADN pour satisfaire ma France. C'est-à-dire que ma France m'accepte telle que je suis. Je fais partie de son histoire. Et donc on ne peut pas avoir cette attitude politique et tout éclater en un fragment de buzz et de populisme, tout en disant vous inquiétez pas les Algériens, tout va bien se passer. Ben non, parce que si ça a un impact sur le Sud global, ça a d'abord un impact sur les Algériens eux-mêmes, et c'est là où on a toute cette hypocrisie politique en France et qui doit cesser. Parce que pour moi, c'est inconcevable de laisser les Algériens de France, les Franco-Algériens dans cette situation vraiment de stress permanent. Et ils le ressentent à tous les niveaux. Moi, j'ai souvent des personnes qui viennent m'interpeller et qui me disent Karima, comment ça va se passer pour nous? Certains sont franco-algériens, donc ont la nationalité française et qui se disent on n'a vraiment plus d'autre place, on n'est pas vu comme les autres. Et certains ont des titres de séjour en se disant mais est-ce que je vais être renouvelé ou pas? Est-ce qu'on va avoir des répercussions? Et puis lorsqu'on va passer la douane, comment ça va se passer? On ne peut pas avancer avec ce climat prépondérant. J'ai envie de vous dire, un franco-algérien devrait se sentir comme moi, je me sens bien en Algérie. En Algérie, de Tipaza à Tinzaouatine et de Tbessa à Bab el Assa, je me sens chez moi. Oui. Je me sens chez moi. Et je dois me sentir chez moi, de Paris à Marseille, sans me poser de questions de si je vais au guichet de la préfecture, est-ce que parce que je suis algérien, on va me refouler? Est-ce que je vais être renouvelée? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Lorsque je vais postuler quelque part, est-ce que je ne vais pas être stigmatisée
parce que algérien, parce que je vais monter une association, est-ce qu'on ne va pas me regarder du coin de l'œil parce que c'est franco-algérien? Il faut absolument que cette obsession cesse, et c'est pour ça que je dis à la communauté algérienne établie à l'étranger de faire corps et d'ajouter les amis de l'Algérie à ce combat et d'ajouter tous ceux qui ont un lien particulier avec les Algériens pour que cette stigmatisation et cette ambiance pesante cessent. Et je le dis du plus profond de mon cœur, on peut le faire, on est la plus grosse communauté en France. Nous sommes pleinement français, nous ne le faisons pas contre la France, mais pour le bien de la France. S'il y a bien quelqu'un qui veut le bien de la France, ce sont bien les Algériens qui sont intégrés en France et qui ont toujours prôné la passerelle. D'ailleurs, à ce propos, Monsieur Berded, le concept de traitement différencié des ressortissants algériens établis en France a été dénoncé avec force par l'Algérie. Tout à fait. Je dirais que justement, ces dispositions remettent en cause le droit des Algériens dans le cadre des accords qui régissent ces relations entre l'Algérie et la France, et que nous dirons que ces provocations, ces pressions, ce désir justement de cibler ces Algériens ne servira pas, je dirais, ceux qui sont derrière, et ne pourront jamais fléchir la position de l'Algérie. Et que nous dirons aussi que ces tensions ne servent ni les intérêts des Français, ni ceux des Algériens, ni ceux surtout des nombreuses familles franco-algériennes. Donc, je dirais qu'il devrait y avoir une relecture de la réalité et des faits, et que je dirais que l'on devrait prôner, nous appelons les sages, je dirais entre guillemets, de prôner le dialogue qui puisse se faire à part des procédures normales, sans je dirais, fin politicienne et rien du tout, et que je dirais, l'objectif, c'est de préserver les intérêts mutuels. C'est très bien. D'ailleurs, Karima, l'Algérie exige désormais la réciprocité totale dans les relations bilatérales. Pensez-vous que la France est prête, peut-être aujourd'hui, à accepter cette égalité réelle dans la pratique? Concrètement, l'Algérie a bien raison. Nous ne sommes pas dans une politique bananière. Et je trouve très sage de leur part de ne pas surenchérir. Et c'est là où nous, clairement, moi, ça me réchauffe le cœur en tant qu'Algérienne. Je me dis, bon, il n'y a pas de la surenchère. Du coup, ça nous sécurise. Et je pense qu'ils le font aussi beaucoup pour leurs enfants. Parce qu'ils ont la possibilité. L'Algérie est en position mondialement de négocier avec les grandes puissances. Donc, elle est en position de surenchérir avec la France. Et je ne comprends pas cette partie-là, cette frange-là, ce gouvernement actuel qui prennent cette tangente au détriment des Français. Parce qu'ils le font au détriment de la France. Au-delà des Franco-Algériens, ils le font au détriment de la France. On passe à côté de beaucoup de choses à cause de ces tensions ou de ces nostalgiques de la colonisation. Donc, clairement, moi, je pense qu'ils ont eu raison d'appliquer cette réciprocité, que ce sera bien ou mal accueilli par la France, ça fait partie du jeu diplomatique et politique. Il faut savoir aussi assumer nos choix. C'est-à-dire qu'en tant que Français, on a décidé de prendre ce virage-là. Il faut assumer la réciprocité. Mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Et normalement, des grands hommes d'État auraient tout fait pour préserver et l'intégrité de la France et les intérêts de la France, mais surtout sa population. Et c'est ce qui n'est pas le cas, et c'est ce qui est navrant aujourd'hui. Et c'est ce qui nous touche le plus. Très bien. Lorsqu'on voit les deux derniers communiqués du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Berded, lorsqu'on voit peut-être ces communiqués, parle-t-on aujourd'hui d'un nouveau chapitre peut-être plus ferme dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France? Moi, je dirais que l'Algérie a toujours affiché des positions claires, fermes, et qui prône, je dirais, la défense de sa souveraineté, et aussi qui s'attache, je dirais, au respect, mutuel, et notamment défendre la non-ingérence dans les affaires internes. À travers ce communiqué, une nouvelle fois, l'Algérie
je dirais, envoie des messages très clairs que l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, a usé de son droit de réciprocité. Et que, bien sûr, je dirais, la partie française a été toujours l'initiatrice de cette escalade qui continue malheureusement. Et qu'aussi que l'Algérie, à travers son communiqué, répond d'une manière claire et ferme que les faits annoncés de cette lettre et instruction du président français sont contraires à la réalité, que la partie française devrait en faire une nouvelle lecture. Et bien sûr que si les positions, je dirais, de la partie française, notamment vouloir toujours utiliser, instrumentaliser le dossier de la mobilité des personnes, notamment le dossier des visas, et bien l'Algérie aujourd'hui, à travers ce communiqué, a répondu d'une manière ferme. Elle ne suspend pas, elle dénonce clairement et fermement cet accord. Et maintenant, je dirais que le message est passé, que c'est à la partie française d'en prendre acte. Très bien. Après une telle escalade, Karima, peut-être vers quel avenir se dirigent aujourd'hui les relations algéro-françaises? Des tensions, ça, certainement, qui vont un petit peu s'amplifier ou qui vont être en dents de scie, je pense, parce que, je vous l'ai dit, la thématique Algérie, elle va se poursuivre jusqu'à 2027 pour les présidentielles. Oui, tout à fait. Sauf que nous allons avoir d'autres personnes, des hommes et des femmes politiques d'État qui vont rentrer en scène et qui vont permettre peut-être d'équilibrer le jeu. Moi, je souhaite, et je souhaite aux deux rives de retrouver cette sagesse, cet apaisement, cette diplomatie discrète et efficace qu'attend l'Algérie pour pouvoir vraiment passer à une autre étape. Oui. À une étape qu'on aurait dû passer déjà bien avant, parce qu'on ne peut pas comparer l'Allemagne nazie, mais ils ont mis moins de temps à écrire l'histoire que la guerre d'Algérie. On a quand même, ça fait 62 ans, on n'arrive pas à reconnaître ce genre de choses, alors qu'on est en capacité, nous sommes quand même la 5e ou 6e génération, on est en capacité d'encaisser l'histoire, on la connaît déjà, on l'a vécu à travers nos grands-parents. Donc j'ai envie de passer un message à la France en leur disant, changez votre fusil d'épaule. Il y a eu un avant et un après 2019. L'Algérie, la nouvelle Algérie, ce n'est pas un slogan creux, c'est vraiment réel. Il y a une autre étape après ce Hirak Beni qu'il faut se remettre à jour. Il faut une grosse mise à jour sur la culture d'État et qu'en parlant d'égal à égal, on arrivera à faire de grandes choses. Merci beaucoup Karima. Merci également Monsieur Bardad. مشاهدينا بهذا نصل لنهاية هذا العدد. شكرا على كرم المشاهدة.